Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Cette semaine, je vais parler des livres, comme d'habitude, que j'ai lus, que je poursuis, que j'ai terminé, que j'ai commencé. Bref, un arrêt sur image en pleine lecture pour réfléchir à ce que je lis, à la lecture en général, à ce que sont les livres et réfléchir sur cet acte important dans ma vie qui est celui de la lecture. Ce rapport au livre que j'expose ici en donnant quelques idées qui me viennent. Alors voici la pile des livres lus durant cette semaine. Et le livre est au cœur des livres. C'est-à-dire que j'ai lu des livres sur les livres. Du moins c'est le cas de deux des livres. Et peut-être un peu plus parce que d'autres ont aussi des livres qui se glissent dans leurs livres. Alors le premier livre dont je vais parler, c'est un livre qui s'appelle Le combat du livre contre l'IA, comment reconquérir l'intelligence par le livre seul, de David Jamet. Un livre que je m'étais procuré lors d'une exposition, c'était au musée du jeu de paume à Paris, sur l'IA, ça s'appelait IAR. Très intéressant, il y avait notamment un rapport entre littérature et art et IA, et il y avait donc ce livre-là. Le titre m'a attiré, je l'ai donc lu plus d'une année après, et je dois avouer que c'est un livre qui m'a un peu déçu. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, je ne le trouve pas bien écrit. Enfin, visiblement, c'est un livre auto-édité. Bon, ça n'est pas forcément un critère de qualité du livre, mais là, on sent qu'il aurait mérité d'être mieux construit. Enfin, il se répète beaucoup, il avance beaucoup d'idées qu'il ressasse. Et au bout d'un moment, on se dit, oui, d'accord, tu nous dis ça, tu insistes là-dessus, mais finalement, il manque quelque chose, il manque une cohérence, peut-être pas, mais un fil qui soit pas une pelote de laine qui se noue en permanence. Et donc j'ai été un peu déçu par ce livre. Il insiste toujours par cette idée du livre seul, par le livre seul contre l'IA. Donc il fait toute une histoire du livre, il y a tout un modèle anthropologique. Bref, il va très loin, mais finalement, pas tant que ça. Ou du moins, ça reste, il a sa grille et il l'applique, et parfois j'ai l'impression qu'il la colle à un univers peut-être un peu plus complexe que celui qu'il veut bien décrire. Mais bon, il y a des choses intéressantes, mine de rien. Alors il parle de ce par le livre seul, une citation de Martin Luther, et qu'il reprend en disant que le livre est un facteur d'intelligence indépassable. Il utilise toujours cet adjectif indépassable. Bon, je n'ai pas compris en quoi il était indépassable. Parce que prouver l'indépassabilité d'un livre, d'un objet, le livre en tant qu'objet technologique, finalement, c'est difficile. Alors l'IA, il parle beaucoup des réseaux, de la manière dont nous vivons dans une sorte de surveillance généralisée. Alors là aussi, il insiste. Il n'explique pas vraiment non plus comment. Oui, il y a cette idée de surveillance, elle me paraît tout à fait intéressante, tout à fait correcte, mais là encore, il y a quelque chose qui me manque dans la lecture de ce livre-là. Peut-être que le titre m'a induit en erreur, Combat du livre contre l'IA, où finalement il parle de plein d'autres choses. Alors bon, je vais quand même en lire un petit passage pour réfléchir. Il réfléchit notamment au nouveau paradigme qui est le nôtre aujourd'hui. Alors il est passé par l'invention du langage, par l'invention de l'écriture, puis par le livre après l'invention de l'imprimerie, et puis l'écriture machine liée au capitalisme, avec des réflexions sur la cognition, la manière dont on réfléchit, et l'addiction qui peut arriver et qui peut nous empêcher de réfléchir. Donc il y a plein de réflexions intéressantes, même si elles sont un peu, comme je l'ai dit, ressassées, un peu toujours les mêmes. Et aujourd'hui, donc, d'après
David Jamet, nous sommes dans une période qui est celui d'un nouveau paradigme, les chocs Covid-IA. Alors il écrit ça en 2024, je crois. Le livre paraît cette année-là, donc c'est assez récent. C'est encore sous l'effet Covid qui s'estompe peut-être un tout petit peu pour nous maintenant en 2026. Bon, c'est ça reste encore ancré dans les mémoires. Et puis l'IA, alors l'IA par contre, entre 2024 et 2026, là il y a un bond, et il y a peut-être des réflexions nouvelles qui peuvent être amenées sur ce que fait l'IA au livre. Ça, il ne le voit pas peut-être parce que ça restait balbutiant, ça l'est peut-être encore d'ailleurs, par rapport à ce que ça deviendra. Ça, c'est des questions qui restent importantes. Mais voilà ce qu'il écrit par exemple sur la question... alors je vais essayer de trouver le passage qui m'intéressait. Le Covid et l'IA, voilà, les deux combinés, ces deux chocs, avec peut-être d'autres chocs qui interviennent, les guerres qui sont survenues aussi, le retour de Trump au pouvoir, etc. Il écrit ça visiblement, c'est en pleine campagne électorale, Trump n'est pas encore réélu, bref, les choses ont déjà évolué, tout va très vite, même si je parle d'un livre de 2024 ici. Le Covid et l'IA ont forcé le monde à passer du paradigme, désormais obsolète, d'un capitalisme financier extractif. C'est intéressant ça, parce que finalement, je ne suis pas sûr que ce soit vrai ça. Baby drill, disait Trump en 2024. Déjà, il le continue, et l'extraction est nécessaire pour le développement de l'IA. Ça, c'est un angle mort de ce livre-là aussi. Un nouveau paradigme économique où la volatilité des actifs établis, les entreprises, sera extrême. On en présentera des exemples frappants. Quand il parle d'exemples, c'est jamais vraiment des exemples d'ailleurs. Souvent, c'est des réflexions qui poursuivent, mais je trouve qu'il manque un peu de concret dans ce livre-là. Il est fondé, donc ce nouveau paradigme, sur des choix de vie radicaux, des traits culturels courageux et transmissibles qui avantagent cette génération en pointe. Là aussi, il parle d'une génération qui serait la génération qui résiste, qui sait qu'est-ce qu'ils font concrètement. Là aussi, ça manque un peu de concret. Il est fondé sur des choix de vie radicaux, des traits culturels courageux et transmissibles qui avantagent cette génération en pointe. Eux seuls ont fait les choix de vie issus du modèle d'intelligence. Ils vont nous inspirer. Eux seuls savent amplifier la valeur de leurs actifs créatifs. Cela peut donner des idées à ceux qui voudront les imiter. Eux seuls ont la clé intelligence et imagination, ont les clés intelligence et imagination pour s'adapter à cette imprévisibilité dominée par les algorithmes. À l'inverse, il y a cette génération en avance qui doit nous inspirer. Mais comment ? Ça, c'est peut-être un peu plus délicat. À l'inverse, le pire de l'IA entraîne les esprits fragiles à subir l'affaissement cognitif par l'addiction qui enferme chaque famille ou communauté dans des trappes mentales d'ignorance. Ça, c'est pas tout à fait faux. Elle les condamne à l'insécurité de la vie privée surveillée en permanence. Là, il revient tout le temps sur cette idée de surveillance. Là encore, peut-être sans vraiment l'expliquer concrètement. Il faut marteler. Il martèle beaucoup, effectivement, mais peut-être que c'est pas ce que j'attendais en tout cas de ce livre-là. Il faut marteler que cette pandémie d'addiction, ça c'est aussi, pandémie d'addiction, il dit 3 fois par page. Au bout d'un moment, oui, bon, pandémie d'addiction, qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, il a tendance à utiliser des formules frappantes sans vraiment les définir très clairement. Cette pandémie d'addiction aux écrans est synonyme, donc il faut marteler que cette pandémie d'addiction aux écrans est synonyme de profit pour les plateformes et les entreprises obsédées de surveillance et de remplacement des salariés par l'IA. Surtout qu'elles sont obsédées par le profit, à mon avis. Si ces dirigeants sont responsables, par pure cupidité, il le dit aussi, d'un tel piège qui peut accepter de continuer à travailler pour eux. Il ne faut pas douter un seul instant que cette pandémie mentale, vous voyez, quand on revient sur ce mot pandémie, parce qu'on l'a entendu beaucoup pendant le Covid, pandémie mentale est mortelle à terme et exige la mobilisation de chacun armé de son intelligence humaine, qu'on oppose à l'intelligence artificielle.
l'appel du 18 juin est un appel de survie, là, parce qu'il citait le général de Gaulle quelques pages auparavant. Voilà un peu le ton de ce livre-là, les réflexions, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Technologie totalitaire, volatilité totale, voilà de quoi il est question. Mais finalement, alors il y a des clés pour résister, il en donne 9, je vais les lire quand même. Liberté de créer, que les créateurs se rebiffent. Là, il doit y avoir un mot qui manque, il y a pas mal de coquilles. Hein. On sent, justement, je disais, un texte qui aurait mérité d'être retravaillé, en fait. Je pense que c'est presque une sorte de brouillon, mais c'est un peu ça. Deuxième clé, prise de conscience. Troisième clé, refus de l'algorithme. Facile à dire. Quatrième clé, les 5 nouveaux pouvoirs du créateur. Cinquième clé, autonomie créative. Sixième clé, flexibilité. Septième clé, ville en réseau, paradigme migratoire. Alors là, ça, j'ai rien compris. Enfin, c'est une théorie économique, mais en même temps, si c'est en réseau, les écrans sont quand même là. Enfin, je ne sais pas trop exactement ce qu'il entend par là. Huitième clé, autre vie, autre ville. Neuvième clé, le bien commun. Ça, je pense qu'effectivement, malheureusement, c'est perdu de vue par les gens qui nous gouvernent et c'est assez dramatique. Donc, conclusion, que les créateurs se rebellent, je suis assez d'accord avec ça. Il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord. Je trouve que c'est pas très bien amené, que c'est un peu... Il y a une discussion avec une académicienne, Barbara Cassin, dont j'avais lu un livre assez récemment, qui était assez intéressant, et qui est le point de départ de ce truc-là. Tout d'un coup, il y a l'académie, tiens, qu'est-ce que ça vient il l'évoque, mais je me souvenais plus que ça parlait de ça, c'est juste dans la petite préface du début. Bref, voilà, puis en même temps, il recite toujours son même tableau qu'il nous montre à la fin. Alors, il y a des petits schémas intéressants sur la création, qui m'ont quand même bien plu, sur les petits poissons, le divertissement qui bouffe l'art, puis la distraction qui bouffe le divertissement qui bouffe l'art, puis l'addiction qui bouffe le divertissement, qui bouffe la distraction, qui bouffe le divertissement, qui bouffe l'art. Et tout ça, évidemment, les artistes en sont les victimes, mais ils doivent se rebeller. Et voilà. Bon, alors, voilà, la création artistique, les livres, et là, il ne parle pas vraiment beaucoup des livres, où il y a des passages sur la littérature, d'un chaos l'autre, voilà, par exemple, un titre qu'il donne sur la littérature, l'imagination, etc. J'aurais aimé lire plus sur le pouvoir de la littérature, mais ce sera peut-être dans d'autres livres. Alors, un livre qui parle des livres, c'est intéressant. Un livre qui parle d'un autre livre, mais qui porte le même titre que ce livre-là. Voilà le deuxième bouquin dont je vais parler. Ce livre, ça s'appelle donc Les Fruits d'or, c'est Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute que je lis depuis un certain temps dans cette pléiade. Je m'applique à lire roman après roman ou texte après texte. Là, pour l'instant, ce sont des romans, même si le terme roman est ambigu chez Nathalie Sarraute, qu'on classe dans le nouveau roman. Et ce livre-là, ce roman-là, Les Fruits d'or, est un de ceux qui l'ont inscrit de manière assez nette dans ces mouvements nouveaux du roman, dans les années 1960. Et donc c'est un roman sur un roman. C'est un roman qui raconte la réception d'un livre, d'un roman, Les Fruits d'or, mais ce n'est pas la réception de ce roman écrit par Nathalie Sarraute, c'est un autre roman dont on nous donne le nom de l'auteur, dont on nous donne quelques thématiques. Ça a l'air d'être un roman assez classique, assez traditionnel, mais on n'en sait presque rien de ce roman-là. On sait ce que certains personnages, dont on ne sait presque rien non plus, en disent, en discutent, et très souvent, il y a une espèce d'oscillation entre les discours convenus sur ce roman qui a un certain succès, que les critiques encensent, mais qui petit à petit tombe dans l'oubli et devient même ringard, comme c'est le cas peut-être de pas mal de romans qui
qui éclate hein, au grand jour, à la rentrée littéraire, et puis la rentrée littéraire suivante, ils sont remplacés par plein d'autres choses, et on les a oubliés, puis on s'est rendu compte qu'on s'était enthousiasmé pour un truc pas si extraordinaire que ça. Donc c'est un peu ça l'histoire qui nous est racontée, mais de plein de points de vue différents, avec les dialogues et les réflexions intérieures, les sous-conversations, ce genre de terme qu'utilise Nathalie Sarraute, des personnages qui, au fond, sont toujours à essayer de saisir cet objet romanesque, les fruits d'or, dont tout le monde parle dans les milieux des critiques, dans les milieux mondains, dans les milieux de la littérature, etc. On parle de ça, et on voit bien que ça crée aussi des tensions entre celui qui, alors que c'est un roman qui a un succès fou, est un peu plus sceptique, ou au contraire, celui ou celle, les personnages n'ont pas souvent de nom, de temps en temps il y a des noms, qui continuent à aimer ce roman-là alors que tout le monde l'a oublié, alors c'est la honte. Donc il y a aussi les tensions sociales qui sont mises en avant, mais dans un monde où on ne nomme pas. Alors évidemment, les critiques de l'époque ont cru s'y percevoir, alors certains on s'en dit, oulala, ça c'est moi. Il y a notamment un endroit où un prénom est donné, Lucien, et un critique important de l'époque, Lucien Goldman, s'était senti visé. Nathalie Sarraute a dit, mais non, c'est pas lui. Mais évidemment, il n'y a pas non plus 36 000 critiques qui portaient ce prénom-là. Et puis voilà, on critique, on moque un peu le langage des critiques, ou leurs enthousiasmes, ou leurs critiques trop virulentes. Et bref, tout ça est fait avec aussi une grande violence. On a envie de dire, c'est un roman, les fruits d'or, on invente, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à discuter d'un bouquin comme celui-là, et comme si c'était la chose essentielle? Et pourtant, on voit que ça crée des tensions internes chez les personnages, souvent très très fortes. Alors peut-être pour sentir cela, il faut que je lise un extrait. Alors je vais retrouver, je corne les Pléiades, c'est une chose interdite, mais je le fais quand même. Mais voilà. Il prend le livre, c'est la fin d'un bloc de paragraphes, et puis je vais lire la fin et puis le début du suivant. Il prend le livre, il l'ouvre, et ensuite on a un point de suspension, hein, c'est vraiment le signe de ponctuation le plus fréquent chez Nathalie Sarraute, et puis on ouvre des guillemets. Il y a des paroles qui se disent, ce « il ». Mais qui est ce « il » on ne sait pas vraiment. Il y a plein de personnages qui apparaissent, qui disparaissent, peut-être qui reviennent, mais c'est pas sûr. Et donc, voilà ce qu'il dit. Donc, il prend le livre, il l'ouvre. Vous savez que vous m'embarrassez, mais enfin, si vous voulez, tout est beau dans les fruits d'or. N'importe quoi. C'est un passage où on a quelqu'un qui n'est pas très convaincu par ce livre-là, et qui dit, mais vous nous dites que c'est un très très beau livre. Mais citez-nous un passage concret, vous ne donnez pas assez d'exemples. Hein, c'est la critique que je faisais du livre précédent. Il y a aussi ça, il y a aussi cette idée. Oui, d'accord, vous dites c'est génial, mais là, donnez-nous une page, une phrase, un truc. Et donc, notre critique qui a adoré le livre, a le livre en main. Et voilà ce qui se passe. Sa réflexion, là, ici, intérieure. Mais que se passe-t-il ? Où est cette fraîcheur tendre, ce duvet, cette grâce négligente et comme distraite? En gros, ça, c'est vraiment des phrases de critique. Hein. Il y a un peu un pastiche, alors il y a notamment du langage structuraliste à un moment donné avec des mots bien compliqués pour dire des choses simples. Certains ont dit que c'était une critique de Roland Barthes ou des gens comme ça. Et puis, mais là, c'est plus les critiques des journaux, j'ai envie de dire, qui utilisent un peu ici cette grâce négligente et comme distraite, cette ligne, cette vibration, des mots assez vagues pour vouloir dire tout et son contraire.
Et comme distraite, ça a déjà été lu, ce qui se dessine sous ses yeux est gauche, mince, gracile, décharné, figé dans des poses prétentieuses, mignardes. Il tourne la page, donc là tout d'un coup, tous les termes qu'il avait utilisés ne marchent plus. Le bouquin, devant les yeux du critique qu'il avait aimé, s'effondre. Et toute sa théorie avec lui, donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va reconnaître son erreur? Est-ce qu'il va tricher, dire non, mais c'est très beau? Lisons la suite. Il tourne la page, non, pas cela. Ça ne va pas. Là peut-être, mais là aussi. Mais que lui arrive-t-il? Mais c'est d'eux que cela provient, de celui qui l'a provoqué et qui l'observe maintenant. Il répond à une critique. Qui se tait. Il y a quelque chose dans sa présence silencieuse, dans leur silence à tous, assis en cercle autour de lui, dans leur attente lourde de méfiance, qui, comme par un effet de succion, tirent de ces mots qu'il lit toute leur sève, pompent leur sang, ils sont vidés des petites choses desséchées. Ils tournent une autre page. Tous les mots maintenant sont comme durcis, vernis, trop brillants. On dirait que de ce silence, de ces regards, un courant sort, une substance coule, se répand, comme sous l'effet de la galvanoplastie. Tout se recouvre d'une couche de métal clinquant. Alors est-ce que c'est cette déception à la relecture du livre, des pages où on cherche la belle page, est-ce que ça vient de la qualité mauvaise du livre, ou est-ce que ça vient du regard insistant des gens qui veulent contredire le critique? À ce moment-là, toute la tension est là, et c'est assez violent. Là, le personnage, il vit quelque chose de terrible, au fond, pour lui. Il faut rompre le charme, détourner le mauvais œil, il faut saisir n'importe quoi et le leur jeter, ne plus hésiter. Ici, par exemple, ce passage-ci, moi je le trouve admirable, ce début de chapitre, quand Olivier regarde par la fenêtre avant de quitter la maison. Et là, on retrouve quelque chose qui rassure, peut-être. Et c'est tout ce qu'on sait de ce livre-là, des petites choses, un personnage qui regarde par la fenêtre. Voilà ce qui se passe dans le livre. De toutes ces forces ramassées, ils cherchent à détourner ces ondes maléfiques qu'ils émettent. Et voilà que dans ces mots, dans ces phrases, apparaît comme un à peine perceptible gonflement. Cela palpite doucement. Il se décide, il s'éclaircit la voix, mais les mots, dès qu'il les prononce, pareils à des bulles qu'on envoie dans un air trop lourd, s'amenuisent, se réduisent. Il ne reste presque rien. Il n'y avait rien. Voilà un peu le ton de ce livre-là que j'ai beaucoup apprécié, qui est finalement, par rapport au livre précédent, il m'a paru plus facile à lire, même si les personnages sont très très vagues, même si on parle d'un livre dont on ne sait presque rien par des petites scènes, mais au fond, les tensions, il y a une unité dans ces tensions autour du livre. Alors voilà, c'était donc un livre sur un livre qui n'existe pas, mais le livre portant néanmoins le titre du livre qui n'existe pas. Donc Les Fruits d'Or, aujourd'hui, c'est plus de Breillet, comme dans le livre ici, mais bien de Nathalie Sarraute. Alors je vais poursuivre Entre la vie et la mort, voilà le titre du prochain livre, mais je n'ai pas encore commencé. Donc ça, c'est pour la suite, mais Nathalie Sarraute, c'est quand même une écriture qui est difficilement comparable aux autres. C'est quelque chose qui est vraiment particulier à cette autrice et qui permet une remise en cause de tout ce qu'on connaît dans le monde des livres. Alors, remise en cause de ce qu'on connaît dans le monde des livres, je poursuis ma lecture des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. J'ai fini ici les livres 1 à 6, c'est le premier volume ici dans cette version classique de poche. C'est la jeunesse de Rousseau. Ensuite, il va parler de sa vie plus mondaine, celle où il sera à Paris, où il viendra célèbre, et qui va être pour lui un moment
un moment difficile. Alors ici, évidemment, Les Confessions de Rousseau, c'est un livre qui est sans doute majeur parce qu'il entre dans sa propre vie pour aussi la réfléchir, pour aussi se critiquer lui-même. On parlait de critique avant. Rousseau, au fond, développe sa pensée par la réflexion sur sa propre vie. Alors, il y a une pensée beaucoup plus abstraite, contrat social, tout ça, mais il y a ici quelque chose qui raccroche au concret. Je parlais aussi du concret tout à l'heure qui me manquait peut-être chez David Jamet. Ben là, il y a ce concret, mais qui pousse à la réflexion, qui pousse à un retour sur un passé, sur des moments clés, parfois ceux qu'on n'a pas envie de revoir, ou au contraire ceux qui frappent. Alors il y a toute son histoire compliquée avec celle qu'il appelle maman, Madame de Warens, qui joue un rôle de mère et d'amante, qui a beaucoup d'amants, enfin, qui passe d'un amant à l'autre, et puis il va se faire un peu jeter, le pauvre Rousseau, il va errer un peu partout, et donc il y a une naïveté de cette jeunesse-là, un bonheur effleuré à certains moments, lié souvent à la nature, à une certaine simplicité qui va se perdre. Notamment les voyages. On a une page sur les voyages de Rousseau. Je suis, en racontant mes voyages, comme j'étais en les faisant. Je ne saurais arriver. Le cœur me battait de joie en approchant de ma chère maman, donc Madame de Warens, et je n'en allais pas plus vite. J'aime à marcher à mon aise et m'arrêter quand il me plaît. La vie ambulante est celle qu'il me faut. Faire route à pied par un beau temps. Il paraît qu'on réfléchit mieux quand on est debout et qu'on marche. Ça, c'est aussi dans le bouquin sur le livre Eliade de Jamet. Et il cite, je crois, à un certain moment Rousseau d'ailleurs. La vie ambulante est celle qu'il me faut. Faire route à pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme de ma course un objet agréable. Voilà de toutes les manières de vivre, celle qui est la plus de mon goût. Au reste, on sait déjà ce que j'entends par un beau pays. Jamais pays de plaine, quelque beau qu'il fût, me parut-elle à mes yeux. Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, des précipices à mes côtés, qui me fassent bien peur. J'eusse plaisir, et je le goûtai dans tout son charme en approchant de Chambéry. Non loin d'une montagne coupée qu'on appelle le pas de l'échelle, au-dessous du grand chemin taillé dans le roc, à l'endroit appelé Chaille, court et bouillonne dans des gouffres affreux une petite rivière qui paraît avoir mis à les creuser des milliers de siècles. Alors là, on est dans le Rousseau presque déjà romantique, hein. On a abordé le chemin d'un parapet pour prévenir les malheurs. Cela faisait que je pouvais contempler au fond et gagner des vertiges tout à mon aise. Ce plaisir du vertige. Chez Rousseau, provoqué par la nature, un élément essentiel, tous les problèmes viennent de la société. Il faut un retour à la nature, selon lui. Alors on peut douter de cette idée-là, mais en tout cas, on voit que cette idée, au fond, elle vient de l'expérience concrète. Et c'est ça qui est intéressant dans ces confessions de Rousseau. Alors, il parle aussi du moment où il se fait lâcher par sa maman, entre guillemets, qui est assez terrible. Il est complètement paumé. C'est un jeune homme véritablement amoureux, même s'il a des aventures. Il y a une histoire lors d'un voyage aussi avec une femme qui va un peu délaisser quand même assez rapidement. Et puis surtout, il revient et sa maman se trouve avec un certain Vincent Reed.
et qui évidemment n'est pas du tout à la hauteur de Rousseau. Voilà le portrait de ce Vincent Reid. Ce jeune homme était du pays de Vaud. Son père, appelé Vincent Reid, était concierge ou soi-disant capitaine du château de Chillon. Je crois d'ailleurs que ce n'était pas du tout un concierge, mais quelqu'un d'un peu plus élevé dans la hiérarchie. Le fils de monsieur le capitaine était garçon perruquier et courait le monde en cette qualité quand il vint se présenter à madame de Warrens, qui le reçut bien comme elle faisait tous les passants et surtout ceux de son pays. C'était un grand fade blondin, assez bien fait, le visage plat, l'esprit de même, parlant comme le beau liandre, mêlant tous les tons, tous les goûts de son état avec la longue histoire de ses bonnes fortunes, ne nommant que la moitié des marquises avec lesquelles il avait couché, et prétendant n'avoir point coiffé de jolies femmes dont il n'eût aussi coiffé les maris, vain, sot, ignorant, insolent, au demeurant le meilleur fils du monde. Tel fut le substitut qui me fut donné durant mon absence et l'associé qui me fut offert après mon retour. Bon, là on sent quand même une jalousie assez forte parce que Rousseau lui-même a été dans exactement la même position puisque il a partagé Madame de Warrens avec un autre qui est décédé ensuite, alors qu'il admirait plus. Là évidemment, qu'elle lui préfère ce type-là, ça ne lui va pas, et donc la rupture est consommée. Et que va-t-il se passer dans la suite de sa vie ? Bon, on en sait déjà quelque chose, mais je vais poursuivre la lecture des Confessions de Rousseau. Il avait prévu d'arrêter là, ces Confessions, d'où ce livre-là que j'ai terminé, mais il y aura une suite, et donc on continuera à suivre Jean-Jacques Rousseau. Alors, continuons dans nos lectures. Tiens, le retour à la Terre. Retour à la Terre, c'est évidemment quelque chose d'important dans la littérature. J'ai commencé, je ne vais pas en parler très longtemps, puisque je n'ai fait que le commencer, quoique j'ai déjà lu une centaine de pages. Ce livre qui s'appelle Humus de Gaspard Koenig, un livre assez récent, 2023, il a obtenu plein de prix. Prix Interallié, prix Transfuge, prix Jean Giono 2023, et où il est question de la terre, justement, de la nature, d'une forme de retour à la nature par l'humus. Alors je sais que Gaspard Koenig, par la suite, a écrit un livre, son dernier, c'est Aqua, c'est sur l'eau, donc il y a une exploration des différents éléments, et là donc, c'est la terre. Alors, c'est donc un roman. Alors on nous dit, les critiques, puisque les critiques étaient au cœur du livre de Nathalie Sarraute, Les Fruits d'or, les critiques, que disent-ils ? Alors dans Le Parisien, voilà ce qu'on lit, jubilatoire et profond. Jubilatoire, ça c'est un adjectif qu'on utilise aujourd'hui dans la critique. Ce livre est jubilatoire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, jubilatoire et profond, exigeant et populaire, il a toutes les qualités, c'est exigeant et populaire, terrien et aérien, quelque part entre Balzac et Houellebecq. Alors bon, en lisant ça, je me suis dit, pourvu que ce soit plus du côté de Balzac que du côté de Houellebecq. Pour l'instant, oui, il y a des allusions à Balzac, plus qu'à Houellebecq. Enfin, je connais mieux Balzac que Houellebecq, pour être franc, donc je ne vais pas dire si c'est Houellebecquien ou pas. Balzacien en partie, parce qu'on monte à Paris, l'allusion à Rastignac, et puis aussi les illusions perdues, sans doute, qui viendront par la suite. Alors, de quoi s'agit-il, ce roman-là ? Ça commence dans une école d'agronomie, AgroParisTech, école d'agriculture sans terre, si vous voulez, puisqu'elle se trouve sur le désert bétonné du plateau de Saclay. Et deux étudiants en agronomie se rencontrent et se passionnent pour les vers de terre, tous les deux, en suivant un cours d'un vieux professeur qui est le spécialiste des vers de terre, et constate d'ailleurs que les terres ont été à ce point traitées que
les vers de terre, il y en a de moins en moins, ils sont en voie d'extinction, en tout cas, ils sont beaucoup moins que ce qu'il faudrait. Normalement, il y a énormément de vers de terre dans la Terre, justement. Alors, il y a toute une partie de théorie autour de ce rôle des vers de terre. Et puis donc, à la fin de leurs études, les deux hommes qui ont noué une amitié assez importante, mais qui sont de milieux différents. L'un est parisien, plutôt privilégié, l'autre est issu, lui, de la campagne, mais va s'éloigner de sa famille, et lui monte à Paris alors que l'autre quitte Paris. Bref, donc des destins qui s'éloignent, du moins au moment où j'en suis, ils vont sans doute se rejoindre, enfin j'imagine, puisqu'on parle des deux, mais pour l'instant, après leurs études, donc il y en a un qui est parti en Normandie, essayer de faire revivre les vers de terre dans la terre de son grand-père, qui a été complètement ravagé par les intrants divers et variés qu'on mettait dans la terre et que certains mettent encore. Et puis l'autre, lui veut monter une sorte de petite boîte, et le terme boîte est à double sens ici, parce que son idée, c'est le composteur à vers de terre, enfin il y a les vers de terre au fond, puis ça va aider à régénérer les déchets compostables, à créer une nouvelle terre grâce aux vers de terre. Évidemment, ça se mettrait dans les appartements à Paris, les gens sont pas très chauds parce qu'ils imaginent que ça va être grouillant de vers de terre, que les vers de terre vont sortir et puis que ça va puer, etc. Donc il a un peu de peine à convaincre. L'autre a un peu de peine à se mettre au métier de paysan, à faucher notamment. Alors il regarde des tutos sur YouTube pour manier la faux. Alors voilà ce qui est écrit, notamment à ce niveau-là, des passages assez drôles. Il y a un côté assez comique à ce livre-là. Il se remit à étudier le geste. Il trouva des sites consacrés à la faux et à son renouveau, parce qu'évidemment, il n'est pas question de faucher les ronces qui ont envahi la terre de son grand-père. Il n'est pas question de les faucher avec un outil plus efficace, mais qui pollue. Économique et agréable à utiliser, ça c'est entre guillemets, donc sur ces sites, la faux est un outil efficace, totalement écologique et respectueux de l'environnement. Voilà qui confortait au moins Arthur, donc Arthur c'est notre personnage, dans son projet. C'est la faux qui doit travailler, et non vous. Il était bien d'accord, parce qu'il s'était un peu blessé, il ne savait pas utiliser cet objet, ça s'apprend à faucher à la faux. Votre faux étant à plat sur le sol, posez un point de repère quelconque au point A, au ras de la lame. Tout en maintenant la pointe du manche contre votre botte, saisissez la poignée du milieu et faites pivoter la faux au ras du sol sur la droite jusqu'à ce que le point P vienne jusqu'au repère A. Si P arrive au-dessus de A, l'angle est trop ouvert, il faut le diminuer. Si P est au même niveau que A, on dit que la lame est emmanchée dans un cercle. Ce réglage est conseillé pour une herbe de faible densité, avec un point P situé jusqu'à 3 cm sous A. P doit arriver de 4 à 6 cm au-dessous de A pour faucher les herbes épaisses ou emmêlées. Bon. Vous avez vu ceci en vidéo avec les explications. Moi, je dois avouer qu'on me donne une faux après avoir entendu ça, je ne sais pas quoi faire. Pourquoi tout était-il si compliqué? Voilà la question que se pose Arthur. Les paysans du Moyen-Âge savaient-ils faire le rapport entre A et P? Arthur apprenait l'agriculture comme un adulte s'attelle à une langue étrangère. Il avait besoin d'étudier son vocabulaire et de comprendre sa grammaire. Rien ne lui était naturel. Et voilà, donc on a ce néo-rural qui apprend les gestes élémentaires oubliés aujourd'hui par les paysans eux-mêmes d'ailleurs. Alors bon, je vais poursuivre cette lecture-là, donc je ne vais pas en parler plus ici, mais c'est évidemment des questions essentielles pour notre époque, d'où l'idée que ce roman est un roman réaliste, hein. On tient à ce terme-là, d'où l'allusion là aussi à Balzac. C'est-à-dire qu'on va montrer les réalités d'aujourd'hui et la difficulté aussi que cela provoque. Donc c'est très intéressant. Mais je vais parler d'un autre rapport à la Terre, à une certaine Terre,
et à la terre aussi en lien avec l'origine, le pays natal, avec cette bande dessinée Whisky-san de Rodin, Alcante et Grande, qui raconte la naissance du whisky, comme on peut le voir sur le dessin ici, du whisky japonais. Alors j'avais reçu ce livre à Noël, là je le lis en plein été, donc c'est un peu étrange. D'ailleurs il y a un joli dessin fait par Grande. Alors, je ne sais pas le prénom de Alicia Grande, j'allais dire de cette dessinatrice donc, pour Vincent Campai, bonne lecture. Campai, je pense que ça veut dire santé. Et qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, une histoire assez intéressante, la naissance du whisky japonais. Je n'ai pas bu de whisky japonais depuis, parce qu'il fait trop chaud pour boire du whisky en ce moment, mais dans mon cadeau de Noël, il y avait une bouteille de whisky japonais, je ne sais pas exactement de quelle marque, parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Alors, bon, qu'est-ce qui nous est raconté? Ben, justement, la naissance du whisky japonais, le rapport à cette terre, justement. La terre du Japon, la terre d'Écosse ou d'Irlande. Vous avez un Écossais et un Irlandais au départ qui assistent à une sorte de concours de whisky gagné par des Japonais. Et ça, évidemment, c'est un tout petit peu problématique. Et donc, ce qu'on nous raconte, ben, c'est comment un jeune homme se met en tête de créer le premier whisky japonais. Mais évidemment, tout ça est compliqué. Pourquoi faire du whisky? Tout le monde est contre lui. Il va rencontrer ensuite et épouser une Écossaise. Là aussi, ça va être compliqué. Bref, il a un talent, c'est un né. Il rencontre un autre homme qui a un peu la même idée. Ils vont collaborer, puis s'opposer et donneront naissance chacun à une marque de whisky importante. Bref, on voyage entre le Japon et l'Écosse, on découvre la distillation du whisky à travers ceci, les difficultés que cela propose, il y a le racisme anti-japonais aussi, et le racisme au Japon contre l'épouse du personnage principal, qui est donc écossaise, en plein pendant la Deuxième Guerre mondiale également, et puis cela continue, cela se développe, et finalement on parvient à implanter une distillerie sur une terre parfaite pour ça, avec de la tourbe, etc. Même si dans le goût des Japonais, le whisky tourbé, c'est pas leur truc, mais ils s'obstinent à continuer. On produit en masse du whisky pendant la guerre, justement, mais du whisky un peu tout venant. Et donc, voilà, c'est une histoire que j'ai trouvée très intéressante sur la création du whisky au Japon. Une histoire à la fois de terre, mais aussi d'histoire, où on entre dans un passé qui est traversé par les guerres, par les tensions, etc. Alors, dernier livre dont je vais parler aujourd'hui, que j'ai terminé, même s'il y aura une suite que je vais aller lire aussi, d'Éric Foissier, Les Nuits de la Peur Bleue, le Bureau des Affaires Occultes. C'est le 3e volume de ce Bureau des Affaires Occultes. Valentin Verne, le personnage principal de ces romans, avec Aglaé Marceau aussi, son amoureuse, et là ça se concrétise dans cette histoire-là, mais sa collaboratrice aussi. Au début elle était comédienne, mais elle entre dans ce Bureau des Affaires Occultes. Tout ça se passe en 1832, en pleine épidémie de choléra, et dans une période aussi agitée au niveau politique. Et donc là on a une énigme à résoudre. On a aussi le passé d'Aglaé qui remonte. On découvre les choses importantes autour de l'origine aussi du personnage de Valentin Verne, des origines assez prestigieuses qui apparaissent malgré ce personnage horrible du vicaire, qui révèle encore des secrets même s'il n'est plus vivant dans ce livre-là. Et puis donc une enquête autour du monde de la médecine de cette époque-là,
Il y a des passages assez terribles parce qu'on est en plein choléra et puis on prélève des organes sur des cadavres et puis on essaye de comprendre ce que c'est que le choléra. Certains ont des idées à l'aide de microscopes, etc. Donc des choses qui ne sont pas tout à fait historiques mais qui peuvent correspondre en partie en tout cas à ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc tout ceci avec Vidocq en plus, personnage, lui, ayant existé, qui redevient préfet de police, en tout cas qui est à la tête de la police parisienne, et puis qui joue un rôle là aussi très important. Donc c'est un roman qui se lit avec, à la fois comme on lit un roman policier, c'est-à-dire il faut que ça avance et puis qu'on résolve l'énigme, et l'énigme est intéressante, mais je ne vais pas en parler parce que ça ne se fait pas. Et puis avec l'intérêt historique, qui peut-être est ce qui m'accroche le plus dans ce livre-là, les années 1830, c'est une période intéressante dans la ville de Paris, c'est le monde de Victor Hugo, c'est le monde de Balzac, tiens, c'est peut-être aussi balzacien, et puis bon, il y a des passages un peu glauques, alors peut-être c'est aussi Houellebecquien que l'autre, là je ne sais pas trop, mais c'est en tout cas une série de livres qui m'a intéressé, qui m'intéresse encore, donc je vais me rendre à ma bibliothèque pour rendre ce livre et aller emprunter le suivant. Je crois qu'il y en a 5 actuellement, ça c'est le 3, donc je vous reparlerai d'Éric Foissier et de son bureau des affaires occultes, mais j'ai assez parlé pour aujourd'hui, ma voix commence à donc je vais vous dire au revoir et à bientôt.